Bonjour à tous, et ben écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour faire la dernière vidéo d'analyse du match entre le Vendée Fontenay Foot et le Paris Saint-Germain, donc en 32e de finale de la Coupe de France. Donc victoire du Paris Saint-Germain 4-0 hier, donc à la Beaujoire. Match évidemment qui a été plutôt tranquille, il faut quand même être totalement honnête. Pas grand chose à dire sur le match parce qu'évidemment il y avait une telle différence de niveau que, bon, de toute façon, tout autre résultat aurait été vraiment une surprise monumentale pour le coup. Donc voilà, on va juste revoir vite fait deux, trois petites choses sur le match, mais sincèrement, ça va être, je pense, une vidéo assez courte. Donc je vais pas vous retenir trop longtemps sur ce match. Donc on va quand même faire le point sur la composition d'équipe pour commencer. Donc on avait une composition qui était évidemment complètement remaniée, ça on pouvait s'y attendre et on le savait. Quand on a vu déjà le groupe pour le match, on a vu qu'il manquait au moins 5, 6, 7 joueurs. Donc on savait forcément que ça allait être remanié un peu. Et évidemment, il y avait des choses qui étaient intéressantes parce qu'on voulait voir. Donc, comme vous allez voir la compo, donc on avait une compo toujours pareil en 4-3-3, ça change absolument pas. On avait Renato Marine dans les buts, donc ça c'est quelque chose que beaucoup, dont moi, voulaient voir. On avait une défense avec le petit David Boli, Zabarni, Beraldo, Lucas Hernandez, donc ça également aussi des choses à voir. Un milieu, Njantou, Zahir Emery, Mayoulou, donc place aux petits jeunes au milieu. Et une attaque par contre qui tenait la route avec Dembélé, Gonzalo Ramos et Désiré Doué. Dembélé étant capitaine de l'équipe. Donc sur le papier, une équipe qui, je pense, était largement bonne pour gagner le match contre un club amateur, ça c'est évidemment. Il y avait énormément de jeunes dans cette équipe, dont les petits évidemment, Djantou, Boli, Mayoulou, Zahir Emery, plein de petits titis. D'autres sont rentrés en cours de match. Et puis évidemment le petit Renato Marine aussi, qu'on voulait voir un peu ses premiers pas, on va dire, dans un match officiel. Donc le match, évidemment, a été totalement maîtrisé de la part du Paris Saint-Germain. Il y a eu quand même énormément de changements à la fin du match. On a quand même quasiment joué avec les moins de 19 du Paris Saint-Germain. Sincèrement, quand on a vu le nombre de joueurs, de jeunes joueurs sur le terrain, on s'est dit quand même que c'était vraiment une équipe qui était faite pour la coupe. Et d'ailleurs, encore une fois, très bon coach de la part de Luis Enrique, qui a bien attendu que le score était quasiment clos et terminé pour faire rentrer tous les petits jeunes et leur donner un peu de temps de jeu. Donc, ce qui est très bien, encore une fois, très bien organisé. En termes de statistiques, donc en première mi-temps, évidemment, le Paris Saint-Germain, 81% de possession de balle. XG goal attendu 1,62 contre 0. Donc c'est simple, ils n'ont pas tiré une fois. Donc voilà, 5 tirs, 3 cadrés, évidemment. Donc, et puis 2 buts en première mi-temps, donc au moins ça a été clair. 432 passes contre 76, la domination en première mi-temps était juste énorme, mais ce qui était un petit peu normal, parce qu'au vu de l'équipe sur le terrain, on avait quand même beaucoup de joueurs professionnels, beaucoup de joueurs, comment dire, qui ont joué déjà des gros matchs, qui ont joué avec de l'expérience, avec plein de choses comme ça. Donc évidemment, face à une petite équipe d'amateurs, on leur a pas donné le jour, ce qui est totalement normal, encore une fois, je le répète, hein. L'inverse n'aurait pas été normal. Donc en deuxième mi-temps, donc domination un petit peu moins grosse avec 72%. XG goal attendu 2,29, donc ça a un peu augmenté. Et 0,36 pour le Vendée Fontenay Foot. 9 tirs à 6 pour Paris. 5 tirs à 2 et 2 cadrés pour Vendée. Donc pas mal. 368 passes, on a un petit peu descendu. 116, eux, sont un petit peu montés. Alors évidemment, ça explique aussi le fait que beaucoup de joueurs importants sont sortis pendant cette deuxième mi-temps et qu'on s'est retrouvé avec énormément de jeunes. Parce que les jeunes en seconde mi-temps à être rentrés, on a eu le petit Mathis Janjal, je ne sais pas si je le dis bien, Camara et le petit Noah Ensoki. Donc on avait énormément de jeunes sur le terrain. Alors évidemment, c'est ce qui a fait que Vendée a tenu un petit peu plus la barre, parce que évidemment, le niveau de ces petits jeunes étant largement inférieur au,
aux titulaires pros, ceux qui ont l'habitude et ceux qui ont l'habitude de jouer ce genre de match. Donc voilà. Moi, après, il y a une chose qui m'interpelle sur tout ça. Donc là, on voit les notes un peu des joueurs. On voit que le petit Njantou, il a 6,1 et le petit Boli 6,6, en sachant que le petit Boli, il est sorti sur blessure. Donc on ne l'a pas vraiment vu, il est sorti à la 29e minute, donc très court. Donc tout le monde est à 7 ou 8. Les Dembélé, les Ramos, les Doué, Mayoulou, Zaïre Emery, Zabarni, Beraldo, Hernandez. Ils ont tous minimum 7,2 et la meilleure note 9,3 pour Ramos, donc d'après le site Footmob. Donc les petits Edjantou 6,1, les petits Boli 6,6. On voit les remplaçants, donc Joao Neves est rentré à 7,3. Le petit Matisse 6,7. Le petit Noam Kamara 6,3. Et le petit Noah Nsoki 6,4. Et qui c'est qu'on voit en plein milieu? Fabien Ruiz 6,1. Donc en gros, donc c'est un petit peu ce que je répète quand même depuis quelques temps avec Fabien Ruiz, où franchement, il va falloir quand même trouver une solution à ce mec-là, parce que ça devient plus possible. Aujourd'hui, un Fabien Ruiz contre le Vendée Footnay Foot, il a des notes plus basses que les moins de 19. Et ça choque personne. Parce que si on regarde Njantou 6,1, Boli 6,6, Matisse 6,7, Noam 6,3, Noah 6,4, Fabien Ruiz 6,1. Donc en gros, Fabien Ruiz, hier sur le match, il a la plus mauvaise note de l'équipe. Donc soit il se reprend vraiment en main pendant les 15 jours de trêve pour essayer de récupérer ce qui lui manque, ou soit il va falloir trouver une solution. Hein. On ne peut pas espérer gagner faire une grosse saison 2026 avec un Fabien Ruiz de ce niveau-là. Il va handicaper le milieu de terrain. Donc là, c'est quand même une vraie question à se poser vis-à-vis de lui, parce qu'évidemment, il a encore fait un match complètement pourri, dans la lignée de ce qu'il a pu faire contre les autres équipes, sauf que là, on affrontait un club amateur. Donc un joueur professionnel comme Fabien Ruiz, qui est donc champion d'Europe, qui a gagné des compétitions avec l'Espagne, aujourd'hui, il a 6,1. Et là, il n'y a personne qui lui saute sur la tronche, là. Que les petits jeunes, ils aient 6, normal, c'est des petits jeunes. Pour beaucoup, c'était leur premier match en pro. Donc évidemment, il y avait le stress, il y avait la pression, il y avait tout ça. Mais Fabien Ruiz, non mais attendez, il a été plus mauvais que le petit Matisse Jean-Jal. Non mais on se rend compte du truc ou pas là? Et pourtant, il n'est pas rentré à la 92e minute, hein, il est rentré à la 61e. Donc il a joué 30 minutes. Et il a que 6,1 au bout de 30 minutes. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Donc voilà, moi je trouve ça juste hallucinant qu'un joueur aussi haut de gamme, on va dire, puisse faire des matchs aussi pourris contre un club amateur. Moi, sincèrement, ça me choque. Moi, je sais pas vous ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Mais moi, qu'un Fabien Ruiz aujourd'hui ait la plus mauvaise note du match d'hier face à des U19 et face à des joueurs quand même beaucoup moins expérimentés que lui, moi je comprends pas. Donc il y a quand même, moi j'ai peur pour la deuxième partie de saison à cause de Fabien Ruiz, parce que l'année dernière il nous a fait 4 mois exceptionnels, donc il est monté en pression, il n'y a pas de souci. Mais je suis pas convaincu du tout qu'il le refasse cette année. Hein. Sincèrement, je suis pas convaincu. Alors je l'espère, hein. Franchement je l'espère, parce que avec un milieu bancal, on n'arrivera pas à refaire ce qu'on a fait l'année dernière. Déjà, ça va être très difficile de refaire ce qu'on a fait l'année dernière, mais à condition d'avoir la même forme pour l'équipe. Là, avec le milieu actuellement, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Et comme en plus Fabien Ruiz n'a pas de remplaçant attitré, en gros, il va jouer les matchs, sincèrement. Alors bon, totale confiance au coach, hein. Mais sincèrement, ça me fait un peu peur. Je sais que pour le mercato, alors il y en a qui disent que oui, Paris ne recrutera pas, et il y en a qui disent que Paris recrutera. Donc évidemment, personne ne sait rien, hein, il ne faut pas se leurrer. Hein. Toutes les pages que vous pouvez suivre, alors c'est peut-être peut-être des échos, ou alors c'est une pièce qu'ils ont lancée en l'air, et puis si ça tombe d'un côté ou de l'autre, ils gagnent le truc. Mais sincèrement, personne ne sait rien. Il faut arrêter de suivre ce genre de page. La plupart des joueurs qu'on a signés, personne ne les avait annoncés.
Bah, dites-moi une page qui nous avait annoncé pas de show. Personne. Donc, il faut arrêter de prendre pour monnaie comptante ce qu'ils disent. Personne ne sait rien. Le travail de Luis Campos, c'est un travail qui n'est pas communiqué. Donc, évidemment, on connaît des profils qui pourraient être intéressés. Ça, c'est une certitude. Mais de là à dire, oui, oui, ça va être signé pour 5 ans, pour tel montant. Non, 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 arrêtez. On sait que dalle. On sait qu'on... Alors, évidemment, il y a des profils, moi, qui m'intéressent. Le petit Adeyemi de Dortmund, j'avoue que si c'est pour, d'après les rumeurs, un 30-35 millions d'euros, évidemment, je le prends. Hein. Vu la qualité du joueur, en plus, il peut jouer à tous les postes devant, ailier droit, ailier gauche, attaquant. Donc, évidemment, je le prends. Donc, voilà. Donc, moi, je suis totalement pour. J'espère qu'on va recruter quand même un petit peu. J'aimerais bien qu'on recrute un milieu de terrain. Par exemple, moi, je suis désolé, mais un profil comme Sandro Tonali de Newcastle serait parfait. Serait parfait parce que c'est un 8, donc c'est un joueur qui pourrait jouer à la place de Fabien Ruiz, donc ça c'est très bien. Et c'est aussi un joueur qui sait jouer 6. Donc il pourrait remplacer Vitinha par moment pour le laisser. Donc on pourrait avoir une rotation vachement intéressante. Et moi je trouve qu'aujourd'hui, si on doit taper sur des joueurs comme ça, le petit Sandro Tonali au milieu, je trouve qu'il correspond à un profil qui est totalement Luis Enrique compatible. Il est très bon avec le ballon, technique. Il joue collectif, il fait les efforts. C'est un joueur qui a une excellente vision de jeu, très propre au niveau des passes longues ou en profondeur ou courtes même. Donc c'est un joueur qui est vraiment intéressant. Il peut jouer aux 2 postes, donc c'est exactement ce que Luis Enrique aime, les joueurs polyvalents. Donc ça nous permettrait de faire remplacer Fabien Ruiz de temps en temps et de faire remplacer Vitinha par autre moment, parce que évidemment le profil pour remplacer Neves, c'est Warren. Pour moi, les deux sont là pour se tirer un peu la bourre, pour se faire grimper niveau, niveau step. Mais voilà, moi je trouve qu'un Sandro Tonali serait super intéressant. Alors, est-ce que ça serait possible cet hiver? J'en sais strictement rien. À voir. Newcastle, on sait qu'ils sont quand même pas en grosse forme en première ligue. Ils ont encore fait match nul hier alors qu'ils menaient 2-0. Bon, est-ce que des joueurs comme ça, on n'auront pas un peu marre de jouer là-bas? Surtout que, bon, Tonali, c'est un Italien, jouer à Newcastle. Si je pense sincèrement que s'il reçoit un coup de téléphone de Luis Campos ou de Luis Enrique pour lui demander s'il serait intéressé de rejoindre le Paris Saint-Germain, sincèrement, je mets ma main coupée qui dit oui. Moi, voilà. Donc après, il faut voir évidemment le reste, le salaire, le transfert, le machin, le bidule. Ça, on est tous d'accord. Mais un Sandro Tonali au milieu de terrain, pour moi, ça serait génial. Un petit Adeyemi devant. Je pense sincèrement qu'il a des qualités de fou, ce joueur-là. Et ce joueur-là, dirigé par Luis Enrique, sincèrement, ça peut être quelque chose d'énorme. Moi, c'est un joueur que j'aime depuis très très longtemps. À chaque fois qu'on a joué contre Dortmund, il nous a fait un mal absolu parce qu'il rechigne absolument pas aux efforts défensifs, attaquants. Il a une vitesse, une vivacité que sincèrement, parfois, on n'a pas. Donc, je pense que c'est un profil qui serait très intéressant. Donc voilà, pour moi, 2 pistes qui compléteraient vraiment bien le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui. Voilà, Adeyemi, Tonali, je pense que ça serait très bien. On ne recrutera pas de latéral droit parce qu'avec les matchs que fait Warren, j'en vois pas l'utilité du tout. Sincèrement, alors c'est pas le même profil que Hakimi, il est moins offensif, mais il tient très très bien la baraque, il fait des matchs de dingue, il faut quand même être totalement honnête. Je pense qu'en défense centrale, on est en train d'attendre Upamecano, qui ne prolonge pas avec le Bayern. Donc je pense que ça pourrait l'intéresser de venir à Paris. Donc à voir un peu comment ça se passe. Mais voilà, donc moi, ouais, un petit Adeyemi, Alvarez, évidemment, ça reste pour moi un choix numéro 1. Mais pour pour cet hiver, j'y crois pas. Je pense que si ça doit se faire, ça se fera plutôt l'été prochain. Parce que je pense que ça sera pour remplacer Ramos.
Ramos, je le vois pas rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Je pense que son statut là, ça lui convient parce qu'il a gagné beaucoup de matchs, beaucoup de trophées. Mais je pense que l'année prochaine, il va vouloir être titulaire dans un club. Moi, je pense que un club qui travaille évidemment, qui joue plus pour un neuf, qui lui correspondrait mieux. Mais par contre, un Alvarez pour le remplacer, je dis oui. Il faut absolument qu'on renforce cette équipe. Elle est très très bonne sur le papier, mais on a besoin de 2-3 joueurs supplémentaires de haut niveau. Pas besoin d'en avoir 10, hein, parce qu'évidemment, il ne faut pas foutre le groupe en l'air. Mais un petit Sandro Tonali, un petit Adeyemi et un petit Alvarez, moi je signe tous les jours. Tous les jours. Donc voilà, donc à voir un petit peu ce que ça va donner. En tout cas, bon, le match d'hier, 4-0. Sur les matchs d'hier, il n'y a pas eu de surprise. Lorient a battu 7-0. Lille a gagné 1-0 seulement contre Samor. Ok. Ça, il n'y a pas eu de surprise. Toulouse a gagné 2-1. Le Paris FC a gagné 3-0. Donc voilà, donc pas de surprise. Et puis aujourd'hui, on a donc un Auxerre-Monaco. Marseille à 14h45. Nantes aussi contre Concarneau. Donc vu l'état de Nantes, à mon avis, ils doivent un petit peu flipper. Un Nice-Saint-Etienne qui peut être sympa. Surtout Nice, vu l'état de forme qu'ils ont. Strasbourg-Dunkerque. Bordeaux contre Le Puy. Voilà, et Lyon, Saint-Cyr, Rennes contre les Sables. Donc voilà, bon, à voir, mais il ne devrait pas y avoir quand même trop de surprises. Peut-être le Nice-Saint-Etienne à surveiller, parce que Nice, c'est quand même pas la grosse forme. Et jouer contre Saint-Etienne, qui voudra quand même montrer qu'ils sont capables de rivaliser avec un club de Ligue 1. Donc à voir un petit peu. Et puis donc aujourd'hui, pour ceux que ça intéresse, premier match de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Maroc et puis les Comores. Donc on a vu que Hakimi avait repris l'entraînement collectif avec le Maroc, donc ça c'est très bien. Je ne pense absolument pas qu'il joue ce soir, sincèrement j'y crois pas. Ils vont essayer de faire tout ce qu'ils peuvent, je pense, pour passer les poules sans lui, et puis pour qu'il revienne à partir des huitièmes, je pense. À voir. Après, je connais pas son état de santé vraiment parfaitement, mais moi c'est ce que je ferais si j'étais coach. Je prendrais pas de risque à le griller pour des matchs de poule, mais plutôt le faire bien entraîner, le mettre bien physiquement pour qu'il soit performant lors des matchs à élimination directe où évidemment ça sera plus important. Donc voilà, donc écoutez, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'essaierai de refaire quelques vidéos pour des matchs de Première Ligue parce que c'est les seuls qui vont jouer pendant la période des fêtes de Noël. Donc voilà, donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à regarder les vidéos, mettez toujours un like et puis un petit commentaire, abonnez-vous, n'oubliez pas. Et puis écoutez, on se retrouve l'année prochaine pour reparler du Paris Saint-Germain, à moins qu'il y ait vraiment une actu de dingue qui sort et je ferai une vidéo. Mais sinon, évidemment, on se retrouve l'année prochaine pour revivre, j'espère, une année encore exceptionnelle, parce que cette année 2025 a été quand même juste extraordinaire. On est sincèrement, et je ferai le bilan, je ferai peut-être une petite vidéo bilan de tout ce qu'on a gagné cette année. Et je ne me souviens pas d'un club en Europe qui ait gagné autant de choses que Paris cette année. Sincèrement, on a gagné quasiment toutes les compétitions. On est allé en finale de la Coupe du Monde des clubs. Et individuellement, je crois qu'on a tout raflé, à part 1 ou 2 trophées. Mais je ne me souviens pas d'avoir un club comme le Real, le Barça ou le Bayern ayant gagné le Ballon d'Or, le Golden Boy, le Ballon d'Or africain et le Ballon d'Or asiatique. Dans la même saison, je ne m'en souviens pas. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, vous me direz tout ça. En tout cas, voilà, je vous laisse à tous. Bon match pour ceux qui regardent les matchs de Coupe de France ou les autres matchs championnat anglais ou autres cet après-midi. Et puis on se retrouve très bientôt pour faire une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.